Merci Francine Descaries pour cette présentation. Je remercie aussi l'IREF et le RECEF pour la préparation de ce colloque. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon chapitre dans l'ouvrage Antiféminisme et masculinisme que j'ai déjà présenté au colloque à Angers en 2017 et que j'ai intitulé « Parce que mon copain me traite bien », parce que je trouvais que c'était un titre assez accrocheur en fait, et donc analyse du Tumblr Women Against Feminism. Donc là, j'ai la publication originale en fait en anglais qui a inspiré ce titre. Je vais commencer. Donc, l'avènement d'Internet a permis, certes, la prise de parole dans l'espace public, l'émergence de campagnes féministes, comme on l'a vu notamment avec le féminisme de hashtag, comme hashtag agression non dénoncée ou le hashtag MeToo. Mais selon cette dynamique de mouvement contre mouvement que Diane Lamoureux mentionnait tout à l'heure, souvent décrite comme un couple, un tango conflictuel, il y a eu des campagnes antiféministes qui ont répondu à ces campagnes féministes pour les disqualifier. Par exemple, il y a eu la campagne Who Needs Feminism, qui a été créée par les étudiants de l'université de Duke en 2012 et qui visait à mettre un terme aux clichés sur le mouvement féministe. Et donc, cette campagne a engendré son contre-Tumblr Women Against Feminism. Donc ça, c'est des exemples de cette campagne, en fait, Who Needs Feminism. Donc ça, c'est la contre-campagne, donc Women Against Feminism en 2014. Donc ici, on voit « This is what an anti-feminist looks like. I don't need feminism because I'm not a victim ». Donc ça, c'est vraiment la phrase la plus récurrente, en fait. Je n'ai pas besoin du féminisme parce que je ne suis pas une victime. Je peux me prendre en charge par moi-même. Donc je vais développer cette idée tout à l'heure. Donc cette campagne, en fait, elle rassemble des centaines de témoignages de femmes qui posaient en selfie, munies d'une pancarte sur laquelle elles inscrivent les raisons de leur opposition au féminisme, leur argument commençant toujours par la phrase d'accroche « j'ai pas besoin du féminisme parce que ». Et puis, depuis sa création en 2013, la campagne a pris de l'ampleur et a compté plus de 44 000 mentions « j'aime ». Et le mot-clic hashtag Women Against Feminism sur Twitter compte plus de 164 000 adhérentes. Donc on voit ici des exemples de la campagne Twitter. Donc ce site, en fait, il n'aurait pas été créé par des femmes. Il y a mais en fait, certaines personnes pensent que c'est des membres du MRA, donc du Men's Rights Activists, donc un groupe de masculinistes qui auraient utilisé le site en guise de soutien pour promouvoir leurs idées masculinistes. Il y a aussi une autre interprétation qui est que la blogueuse Janet Bloomfield en fait, suggère que la femme qui aurait créé ce site voudrait rester anonyme parce qu'elle craindrait pour sa sécurité. Peut-être que c'est elle-même qui aurait créé le site, en fait, parce qu'elle est réputée pour des prises de position antiféministes. Elle est l'auteure du site et de la chaîne YouTube Judge a Bitch, dont le slogan, c'est « La notion radicale que les femmes sont des adultes ». Et elle dit aussi sur un site « Je pense que le féminisme est la force la plus destructrice de la nature », par exemple. Donc, pour essayer de comprendre ce phénomène, je suis retournée voir le contexte états-unien. Et puis, j'ai analysé un peu le contexte de la nouvelle droite dans les années 80 aux États-Unis. Et c'est Susan Faludi, par exemple, qui analyse le backlash antiféministe des médias, qui montre que si dans les années 70, les médias présentaient la femme comme heureuse parce qu'elle était libérée, au début des années 80, au contraire, ils tentent d'enterrer le féminisme, qui serait mort, en fait. Mais c'est plus performatif, en fait, c'est pour essayer de l'enterrer. Et donc la liberté des femmes se retourne contre elles, c'est comme l'effet pervers. Par exemple, la double journée va occasionner une surcharge de travail. Donc finalement, elle est malheureuse parce qu'elle était libérée. Ce qui serait paradoxal. Pardon. Donc à la suite du ressac conservateur des années 80, aux États-Unis, dans les années 90, c'est plutôt le discours sur le post-féminisme que Diane Lamoureux a mentionné aussi tout à l'heure, qui va prédominer. Pour Angela McRobbie, par exemple, dans les années 90, on va évoquer plutôt l'ambivalence du mouvement féministe, plutôt que son rejet complet et total. Et elle va mentionner une complexification du backlash, c'est-à-dire que le féminisme est entré dans le sens commun, mais il est en même temps rejeté. Donc, Sirma Bilge aussi va dire qu'il s'agit ici d'une habile incorporation du féminisme, mais pour mieux le rejeter. Donc encore, on est dans une dynamique assez paradoxale. Donc finalement, le féminisme est intégré par des femmes qui en général soutiennent les valeurs de l'égalité.
Donc c'est encore une fois, on est au niveau de l'égalitarisme en fait, donc on soutient l'égalité de droit. Mais en même temps qu'il rejette au motif qui serait dépassé, que le féminisme serait dépassé ou trop radical. Donc on est plus réticente à mettre en œuvre l'égalité de fait ou dans les faits, en fait. Pour Francis Dupuy-Derry, par exemple, il y a deux facettes du post-féminisme. C'est le féminisme libéral individualiste contre le féminisme radical, où le post-féminisme, ça révélerait un individualisme narcissique néolibéral qui chercherait à faire la promotion de sa réussite personnelle, son autopromotion, une forme de marketing de soi. Et puis, dans les médias, dans les productions culturelles, particulièrement dans les magazines féministes, on va souvent présenter des discours sur l'empowerment féminin, mais il y a comme un détournement du sens de l'empowerment qui avant se situait au niveau du collectif. Ici, l'empowerment c'est devenu en quelque sorte une forme de responsabilité individuelle, de prise en charge de soi-même, de management de sa propre vie, donc ce qui traduit une vision néolibérale. Et donc ici, le post-féminisme va s'imbriquer avec l'idéologie néolibérale. Et puis parfois, l'empowerment dans les magazines féminins, par exemple, ça va être d'être féminine, d'être sexy ou désirable, ce qui traduit aussi une vision assez hétéronormative. Donc, pour définir la rationalité néolibérale, en fait, dans la littérature, souvent, j'ai pu lire que les jeunes femmes étaient caractérisées comme des agentes néolibérales par excellence. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont désormais accès aux ressources que les luttes féministes leur ont permis auxquelles les luttes féministes leur ont permis d'avoir accès, comme l'accès au travail salarié, le contrôle du corps, de la reproduction, etc. Donc, désormais, il en reviendrait qu'à elles, en fait, de maximiser ces opportunités que les luttes féministes leur ont permis d'obtenir. Et donc, si elles vivent des échecs, on va les rendre responsables, plutôt que d'imputer ces échecs-là à la société. Et jamais on va mettre en cause des inégalités structurelles ou le sexisme systémique. Donc, pour revenir au Tumblr, pour analyser ce Tumblr, j'ai sélectionné en fait 131 arguments. Souvent, plusieurs arguments étaient contenus dans la même publication. Je vais vous en montrer quelques exemples tout à l'heure, donc présentés par une seule participante, ce qui représentait au total 60 photos de femmes qui posaient avec une pancarte. Et ça correspondait aux publications comprises dans la période d'août 2015 à février 2017. Donc ça, c'est les résultats en fait, de l'étude. Donc j'ai classifié ces arguments en fonction du nombre le plus important d'arguments que je retrouvais jusqu'au moins important. Donc j'ai fait 12 thèmes au total. Donc les thèmes les plus importants, c'était en premier lieu celui de la responsabilité individuelle, avec 40 arguments en fait, qui révélaient cette idée de responsabilité individuelle. Le féminisme est discriminant envers les hommes. L'égalité est atteinte, le féminisme se trompe de combat. Puis ensuite viennent le féminisme n'est pas inclusif, les féministes détestent les hommes. Et puis donc revaloriser le mariage, la maternité, l'opposition au féminisme moderne, le mensonge des féministes sur la culture du viol et l'écart de salaire. Donc ici c'est un peu plus spécifique. Les féministes ne sont pas respectables. L'importance de revaloriser la féminité. Le mouvement féministe présente une dichotomie homme-agent et femme-victime. Et l'importance de revaloriser la binarité et la complémentarité des sexes. Donc, comment j'ai fait, en fait, comment j'ai procédé, c'est que j'ai regroupé tous ces 12 thèmes en 5 thèmes principaux pour mon analyse, qui sont la responsabilité individuelle et l'idéologie méritocratique, le post-féminisme, la défense des hommes, la critique de la catégorie femme et le négativisme. Donc, par exemple, en ce qui concerne la responsabilité individuelle, c'est le thème qui est le plus courant, en fait, qui était le plus présent. Donc, les arguments qu'on voit ici, par exemple, sont révélateurs de cette idéologie néolibérale qui fait primer la liberté, la responsabilité individuelle sur les luttes collectives. On voit, par exemple, je ne suis pas opprimée, je ne suis pas une victime, je n'ai pas besoin de l'aide d'un mouvement, ou je n'ai pas besoin que les autres luttent à ma place. Donc ces femmes, en fait, considèrent que le féminisme les infantilise en quelque sorte,
qu'elles n'ont pas besoin du mouvement pour réussir individuellement dans la société et dans leur vie privée. Donc les inégalités sont souvent privatisées et l'antiféminisme s'articule ici avec une idéologie méritocratique. Donc certaines d'entre elles croient pouvoir surmonter des épreuves par leur seule force de leur labeur, en fait. Donc j'ai vu par exemple, je deviendrai qui je veux ou je ferai ce que je voudrais seulement en travaillant dur. Et puis je ne suis pas une victime, qui revient très souvent. Donc les inégalités sont perçues comme résultant de problèmes individuels, en fait. Et elles ne prennent pas en compte la dimension systémique donc, de l'oppression. Ensuite, le post-féminisme. Ici, donc, l'égalité homme-femme est considérée comme atteinte au XXIe siècle aux États-Unis. Donc ça, c'était par environ 11% des femmes du corpus qui soutiennent qu'il n'y a pas de patriarcat, donc que le combat féministe est vain. Donc on se bat un peu dans le vide. Les femmes ont déjà l'égalité, par exemple. Le féminisme mène une guerre qui a déjà été gagnée. Je vis dans le monde occidental où j'ai les mêmes opportunités que celles des hommes. Donc ce n'est pas ce qui était ici. Ici, donc on dit par exemple, les femmes actuelles se trompent de combat en concentrant leur énergie sur les femmes en Occident et en se focalisant sur des problèmes futiles. Par exemple ici, concentrons-nous sur des femmes vraiment opprimées dans le monde au lieu de pleurer pour des tweets méchants, des jeux vidéo et l'écart de salaire qui n'existent pas. Ou bien les féministes actuelles sont plus intéressées par la stigmatisation des femmes qui sont peu vêtues, c'est une traduction approximative, que des agressions, du viol et du meurtre d'énormément de femmes musulmanes. Donc aussi on voit une distinction entre les femmes occidentales qui ont obtenu l'égalité et les femmes musulmanes qui seraient les vraies victimes en fait, du patriarcat. Aussi, il faut noter que la majorité des femmes du Tumblr sont, au vu des photos, en fait, au vu des selfies, sont des femmes blanches âgées d'environ 20 à 30 ans. On n'a pas de données socio-ethnographiques sur elles, mais on peut s'en douter avec les photos, en fait, simplement. Et donc aussi, on a aussi quelques arguments qui dénoncent le féminisme dans sa forme actuelle. Le féminisme d'aujourd'hui est un mouvement de haine qui infantilise les femmes et qui diabolise les hommes. Donc les femmes ont des privilèges indus, et puis les hommes, au contraire, on les discrimine alors que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas normal. Ensuite, 20 arguments reprennent les thèses du mouvement masculiniste, l'idée que le féminisme est discriminant envers les hommes. Donc, dans ce contexte où l'égalité femmes-hommes est perçue comme acquise, comme je le disais, il y a des privilèges pour les femmes, et puis les hommes sont discriminés. Il y a un sexisme inversé, donc. On voit par exemple, la misandrie existe vraiment. Le manspreading, ce n'est pas de l'oppression. Les hommes aussi peuvent être victimes du sexisme. Je ne crois pas que les femmes sont des victimes ou les hommes sont vraiment des oppresseurs, etc. Les hommes ne sont pas des porcs, par exemple, ici. Les femmes ne méritent pas plus de droits que les hommes. Plus de 40% des hommes sont victimes de violences conjugales, mais il n'y a aucun refuge dans notre soi-disant patriarcat, entre guillemets. Donc, Francine Descaries, en fait, analysait ça au prisme du négativisme, donc elle disait dans l'antiféminisme ordinaire, qui présuppose un refus de reconnaître la prédominance accordée aux valeurs et aux pratiques masculines. Il présuppose aussi la symétrie des problèmes éprouvés par les femmes et les hommes dans la société actuelle, comme si les problèmes de ces derniers résultaient de la même discrimination systémique. Donc, les féministes seraient en fait misandres aussi. Leur combat contre le patriarcat équivaudrait à une haine des hommes. Et en ce sens, le mouvement aussi est perçu comme extrémiste. J'ai pu voir, par exemple, aussi, je n'ai pas besoin du féminisme extrême d'aujourd'hui, car sa haine aveugle des hommes est une insulte aux hommes qui ont travaillé dur pour garantir les droits que les femmes ont obtenus maintenant. Donc ça, c'est spécial parce qu'elle ne pense jamais en fait, aux féministes qui, elles, ont travaillé dur pour qu'elles obtiennent ces droits-là. En fait. C'est toujours obtenu grâce aux hommes. En fait. Donc, dans cette conception aussi, souvent, elles vont tenter de revaloriser la binarité, la complémentarité des sexes, encenser des vertus de la féminité pour ne pas faire fuir les hommes. Donc. Je vous parlais tout à l'heure de l'hétéronormativité. J'ai pu voir aussi « j'aime quand les hommes me font des compliments sur mon corps ».
J'aime vraiment être féminine. J'aime qu'on me dise que je suis bonne, par exemple. En anglais, c'était I love being called sexy bitch, par exemple. Désolée pour le gros mot. Bon, je ne vais pas dire tous les exemples parce qu'il y en a plus que ça. Il y a aussi donc, le quatrième thème, c'était la critique de la catégorie femme. Donc ces femmes, en fait, estiment que les féministes ne peuvent pas parler en leur nom. Donc on voit par exemple, je ne m'identifie pas comme féministe parce que je ne veux pas que ma voix soit représentée par ces femmes. Parfois, elles évoquent aussi et reprochent au féminisme donc, son manque d'inclusion. Et elles évoquent souvent des expériences personnelles en disant qu'elles se sont faites insulter par des féministes ou une personne qui a dit « je ne méritais pas de me faire harceler par une enseignante parce que je lui ai dit que je voulais devenir une femme et une mère, pas une femme d'affaires ». C'est intéressant parce que ça rime aussi. Donc, bon, ça, c'est des exemples. Et puis, enfin, le cinquième thème, c'était celui du négativisme. Donc, il y a 6 arguments aussi du corpus qui soulèvent l'idée que les féministes mentent sur la culture du viol, l'écart de salaire. Donc, les féministes, en fait, déformeraient les statistiques, en particulier pour ce qui a trait à ces 2 thèmes-là, la culture du viol et l'écart de salaire. Donc, cette femme-là dit « L'écart de salaire, c'est les féministes qui font une montagne sur le fait que les femmes ont tendance à choisir des carrières qui payent moins que celles que les hommes choisissent. » Donc en fait, encore une fois, il s'agit d'une histoire de choix personnels, en fait, et jamais d'inégalité structurelle ou de sexisme systémique. Donc ce type d'argument relève aussi de la désinformation, du négativisme. L'idée que finalement, si elles subissent des inégalités, c'est parce qu'elles ont fait des mauvais choix de vie. Donc encore une fois aussi, on peut ramener ça à l'idée de la responsabilité individuelle. C'est aussi une manipulation des statistiques pour faire passer le message selon lequel la situation des femmes n'est pas si pire que ça finalement. Donc c'est aussi ne pas se voir comme une victime aussi, toujours. La victime, c'est toujours les autres, mais ça ne peut pas être moi aussi. Donc, pour conclure, le post-féminisme, en fait, ça serait en quelque sorte une instrumentalisation du féminisme par le libéralisme. Et cette instrumentalisation aboutirait dans l'antiféminisme ordinaire que Francine Descaries avait bien développé en 2005. Donc l'adhésion au combat pour l'égalité entre les sexes, elle n'est malheureusement que de façade en fait. On est d'accord pour l'égalité, mais on n'est pas d'accord avec les façons de la mettre en œuvre en fait. Le libéralisme, quant à lui, il ressasse souvent des notions de liberté, d'égalité, de libre choix. Mais les inégalités de genre sont souvent dépolitisées, en fait, puisqu'elles pourraient être résolues individuellement par l'autodétermination des individus. Et donc, le néolibéralisme s'arrime à une idéologie méritocratique, où l'accent est mis sur la responsabilité individuelle, et donc, du coup, la compétition entre les individus, ce qui du même coup, rejette des solutions collectives comme le féminisme. Ça implique une désolidarisation des autres femmes. Ces femmes-là auront tendance à blâmer les autres femmes pour leurs échecs et à se blâmer elles-mêmes pour les leurs. Et en tout cas, elles sont dissuadées aussi de lutter contre leurs propres oppressions. Et la revalorisation de la féminité, de la maternité, de la défense des hommes aussi, sont sous-tendues par une vision assez hétéronormative qui valorise la binarité, la complémentarité des sexes, ce qui dissimule la hiérarchisation en fait, entre ces sexes et les inégalités. Donc pour les féministes, la tâche est aussi double, puisqu'il faut à la fois lutter contre le patriarcat et aussi lutter contre ces représentations du féminisme et donc réfuter ces représentations négatives sur le féminisme. Merci.